Salut à tous. Les archéologues et les historiens peuvent généralement fournir des explications raisonnables pour les artefacts du passé lointain qu'ils découvrent au cours de leur travail. Cependant, certains objets n'ont pas d'explication toute faite, et leur but reste un mystère perdu dans le temps. Cette vidéo présente de tels objets de jadis et de loin qui ont tous laissé les experts avec plus de questions que de réponses. C'est parti. Le fragmentarium. Beaucoup d'entre nous sont préoccupés par l'impact que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur l'espèce humaine à l'avenir. Mais ici, dans le présent, elle s'avère être un outil puissant pour les archéologues. En février 2023, des archéologues ont annoncé l'invention d'un nouvel outil d'IA appelé le fragmentarium. Ils espèrent l'utiliser pour reconstituer les mystères des textes babyloniens anciens. L'outil a été développé à l'Institut d'Assyriologie de l'Université Ludwig Maximilian en Allemagne et devrait, espérons-le, permettre une percée dans le déchiffrement de textes actuellement illisibles. Les chercheurs de l'université ont actuellement traité plus de 22 000 fragments de textes non traduits provenant de tablettes cunéiformes babyloniennes, avec plus à venir. L'outil est capable d'identifier les fragments correspondants, recréant ainsi des tablettes brisées. Il est également capable d'associer des sections d'écriture en fonction de ce qu'il sait sur les mots et expressions identiques sur d'autres tablettes. Les premiers résultats sont encourageants, l'outil ayant été testé et utilisé par environ 200 universitaires du monde entier. Finalement, l'équipe de l'université espère rendre le fragmentarium disponible pour tout le monde. Collection de harpons et épées en cuivre. Voici une découverte incroyable qui s'est produite par accident. En juin 2022, un agriculteur du district de Mainpuri, dans l'Uttar Pradesh en Inde, labourait son champ quand il a déterré une collection de harpons et d'épées en cuivre qui avaient été enterrés dans le sol depuis au moins 4000 ans. L'agriculteur pensait que les artefacts étaient faits d'or plutôt que de cuivre. Alors, au lieu d'alerter les autorités, il les a emmenés chez lui et les a cachés. Finalement, il s'est vanté auprès d'amis de la découverte, ce qui a conduit la police à entendre parler de l'affaire, puis à faire une descente chez lui. Maintenant, les artefacts sont entre les mains de professionnels et ils se demandent pourquoi ils étaient tous enterrés ensemble en un tas. Étaient-ils cachés ici dans l'intention de revenir les chercher? Ou y avait-il un site de production d'armes ici il y a 4000 ans? Ce qui semble clair, c'est que ces armes étaient conçues pour une force de combat suprême. Ce ne sont pas le genre d'armement que la personne moyenne de l'époque posséderait. Il ne semble pas y avoir d'autres preuves archéologiques sur le site, donc ce sont des questions auxquelles nous ne pourrons malheureusement peut-être jamais répondre. La tablette de Kish. Ensuite, nous examinons la tablette de Kish. Cet artefact en calcaire est ainsi nommé parce qu'il a été découvert dans les murs de l'ancienne ville sumérienne de Kish en Irak. Il y a une certaine confusion concernant la date précise de sa découverte, certaines sources disant 1923 et d'autres 1933. Les scientifiques ont daté la période d'Uruk de plus de 5000 ans. Selon la majorité des experts des langues et cultures anciennes qui ont inspecté la tablette de Kish, c'est le document écrit le plus ancien du monde. Cela en fait un objet de grande importance, et nous aimerions pouvoir vous dire ce qu'il dit, mais nous ne le pouvons pas. L'écriture sur la tablette, si tant est qu'il s'agisse d'écriture, est partiellement pictographique. Les signes semblent être une sorte de proto-cunéiforme. Nous avons déjà suffisamment de mal à tenter de traduire les inscriptions cunéiformes. Nous n'avons aucune chance de traduire le proto-cunéiforme à moins que des percées supplémentaires soient réalisées dans notre compréhension des origines du mot écrit. Il est très probable que la tablette de Kish contienne un message, peut-être même de nombreux messages, mais il est loin d'être certain que nous serons jamais en mesure de le comprendre. La carte mystérieuse de l'empereur. L'empereur Wanli de la dynastie Ming possédait une carte du monde énorme qui n'avait pas son pareil en Europe. La carte, qui était montée sur un paravent pliant de 6 panneaux, contenait plus de 850 noms de lieux, des lignes de latitude et de longitude et des légendes minutieusement scriptées pour chaque royaume, île et continent. Créée par un missionnaire jésuite italien et un géographe chinois, la carte dépeignait le monde comme 20 fois plus vaste que l'empereur ne l'avait jamais imaginé et elle portait le titre « Carte complète des myriades de terres sur la fondation de la Terre ». Cependant, on soupçonne que la carte a été modifiée à un moment de l'histoire. Une caractéristique clé de la carte, la légende qui dit entre les parallèles 15 et 42, a été effacée et remplacée par des motifs océaniques. Il n'est pas clair si cela a été fait récemment ou il y a longtemps, mais il est clair que l'altération fournit la preuve que la revendication actuelle de la Chine sur les îles Spratly dans la mer de Chine méridionale n'est pas incontestable.
La carte originale documente clairement qu'en 1608, la souveraineté Ming s'étendait seulement aussi loin au sud que les îles Paracel, qui sont à des centaines de kilomètres des Spratly. L'altération peut être une tentative de soutenir la fiction moderne de la Chine de la primauté historique dans la mer de Chine méridionale. Mystère du Bouddha. La possible découverte d'une statue de Bouddha en bronze dans le nord-ouest de l'Australie pourrait fournir des preuves de l'exploration et de la colonisation chinoise précoce de la région, selon 2 cinéastes qui prétendent avoir déterré l'objet. Léon Deschamps et Shane Thompson ont découvert la petite statue lourde en utilisant des détecteurs de métaux pour chercher des objets laissés par des explorateurs français au début des années 1800. Les cinéastes croient que la statue pourrait dater de la dynastie Ming, qui a duré de 1368 à 1644, et fournir des preuves de l'exploration chinoise de l'Australie il y a plus de 600 ans, bien que cette affirmation soit vivement débattue par les experts. Certains chercheurs ont suggéré que la statue aurait pu être apportée en Australie par des pêcheurs de perles chinois à la fin des années 1800 ou au début des années 1900. La découverte du Bouddha en bronze pourrait également fournir de nouveaux aperçus sur les flottes de trésors de l'ère Ming, qui ont exploré le monde à la recherche de minéraux et d'autres ressources. Selon l'ancien président chinois Hu Jintao, ces expéditions ont voyagé en Australie au début du XVe siècle, plus de 3 siècles avant que le capitaine Cook n'arrive dans la région. Malgré le fait que ce soit un sujet controversé, les partisans de la théorie ont longtemps cherché une preuve irréfutable pour prouver que les Chinois ont visité l'Australie des siècles avant les explorateurs européens. Peut-être est-ce cela. Murale vieille de 1400 ans. Les archéologues ont découvert 2 murales vieilles de 1400 ans d'hommes à 2 visages dans une salle cérémoniale appartenant à la culture moché au Pérou. Les murales sont ornées de riches détails, y compris une représentant un homme tenant une coupe dont des colibris sont vus en train de boire, faisant potentiellement allusion au sacrifice et à ce que les experts appellent quelque peu énigmatiquement les royaumes cosmiques auxquels les mochés croyaient. Les artistes auraient pu expérimenter comment montrer le mouvement et capturer 2 moments narratifs simultanément. Les murales ont été créées entre les années 550 et 800, lorsque la civilisation moché a prospéré dans les zones côtières du Pérou. Les mochés ont construit des temples, pratiqué le sacrifice humain et créé de fines œuvres d'art, y compris une célèbre paire de gobelets en céramique en forme de têtes humaines. Les hommes à 2 visages peuvent représenter des divinités, mais cela est incertain, car ils apparaissent entièrement humains, excepté le fait que chacun a 2 visages. Le lieu de la découverte, qui a eu lieu en mars 2023, est Pañamarca, un complexe architectural situé dans la vallée inférieure de Nepeña au Pérou. Les archéologues l'étudient depuis plus de 60 ans, mais malgré ces décennies d'études, une grande partie du site reste non fouillée. Pièce d'or de l'ère byzantine. Nous nous dirigeons maintenant vers Israël pour examiner la découverte d'une pièce d'or très rare de l'époque byzantine, connue sous le nom de Solidus. La pièce a environ 1600 ans et a été découverte par une équipe d'étudiants en archéologie israéliens travaillant dans un lieu non divulgué à proximité de la Galilée. Le Solidus est magnifiquement bien préservé et a été frappé pendant le règne de l'empereur Théodose II à Constantinople en Turquie, quelque part entre les années 420 et 423. Des pièces comme celle-ci ont été trouvées dans l'ancien empire byzantin oriental auparavant, mais c'est la première fois qu'un tel artefact est trouvé en Israël. Un côté de la pièce porte une image du visage de l'empereur, tandis que l'autre affiche la déesse romaine Victoire tenant le bâton de la croix. Trouver une pièce d'or de cette époque dans un si bon état serait toujours une cause de célébration, mais Théodose II était un empereur particulièrement influent. Il a fondé l'université de Constantinople et a également introduit le code théodosien en 438, qui a codifié toutes les lois promulguées après l'année 312 et établi des précédents juridiques qui sont devenus la base de nombreuses lois qui existent encore aujourd'hui. Le sanctuaire du faucon. Les anciens Égyptiens étaient un peuple si mystérieux que nous ne serons probablement jamais en mesure de dénouer tous leurs secrets. Leurs rituels et sites sont une énigme pour nous, et cette énigme s'est approfondie avec la découverte du soi-disant sanctuaire du faucon en octobre 2022. Le sanctuaire inhabituel, qui dépeint des rituels et pratiques anciens jusqu'alors inconnus, a été découvert lors de fouilles archéologiques planifiées à Bérénice. C'était autrefois un port de mer gréco-romain prospère, plein de commerçants, et est également connu sous le nom de Bérénice et Bérénice troglodytica. Les preuves archéologiques suggèrent que le sanctuaire a été créé quelque part entre le 4e et le 6e siècle.
période pendant laquelle la ville était partiellement contrôlée par une culture nomade du désert oriental appelée les Blemmyes. Les harpons et statues en forme de cube vus sur le sanctuaire sont des offrandes qui étaient spécifiques aux Blemmyes et à leurs croyances. Le sanctuaire du faucon est ainsi nommé en raison des 15 faucons qui ont été trouvés enterrés à l'intérieur, tous accompagnés de leurs œufs, mais leur tête manquait. Pour rendre les choses encore plus étranges, il y a une inscription qui se lit « Il est interdit de faire bouillir une tête ici ». Nous devons présumer que c'est une référence aux têtes d'animaux, car l'alternative est macabre. Masque en pierre. Il y a 9000 ans, les occupants préhistoriques des terres autour du mont Hébron et des montagnes de Judée ont commencé à passer d'un mode de vie nomade à la construction de colonies et à la culture de la terre. L'une de ces colonies a également fabriqué ce masque en pierre, et les archéologues pensent que les deux choses pourraient être liées. Ils soupçonnent que le masque a été délibérément enterré pour dénoter la propriété de la terre sur laquelle une maison a été construite. Désigner la propriété par l'enterrement était courant à l'époque, bien que les masques n'étaient généralement pas impliqués. Les masques de ce genre sont très rares en général. C'est l'un des seulement 15 au monde dont on peut prouver qu'ils proviennent de l'ère néolithique. Bien qu'ils n'aient pas pu le prouver, les experts pensent que le masque pourrait avoir été fabriqué à partir d'un moule pris sur le visage d'une personne décédée. Le culte des ancêtres était pratiqué dans cette partie du monde pendant les temps néolithiques, et les masques mortuaires en faisaient partie. Malgré le poids de celui-ci, il est probable qu'il était conçu pour être porté lors de rituels. Il a de petits trous sur ses côtés, à travers lesquels une corde aurait été passée pour le fixer au visage du porteur. Cela devait être un peu inconfortable. Trésor de la dynastie Ming. Un champ de bataille est un bon endroit pour rechercher un trésor enterré, mais le problème est que la plupart des grands champs de bataille anciens du monde ont déjà été identifiés et fouillés. Ce n'est cependant pas toujours le cas. Un champ de bataille de l'époque Ming, datant d'environ 370 ans, a été découvert en Chine au début de 2017 et jusqu'à présent, il a déjà livré plus de 10 000 objets. Les experts fouillent encore les choses qu'ils ont trouvées, mais ils sont déjà très excités par ce sceau impérial en or incroyablement rare. Ils pensent qu'il aurait pu appartenir à l'héritier présomptif de l'un des empereurs anciens de Chine. L'objet provient d'un site historique de Jiangkou et remonte à une époque tumultueuse de l'histoire chinoise, alors que la dynastie Ming tombait et que la dynastie Qing montait. Il est douteux que quoi que ce soit trouvé là-bas, lors du reste de la recherche, soit plus précieux que le sceau. Le rectangle doré de 10 par 3 cm, avec sa tortue décorative, est presque certainement le seul de son genre jamais créé. Il est même possible qu'il soit tombé entre les mains de Zhang Xianzong, le chef rebelle connu sous le nom de Tigre Jaune, qui a mené l'insurrection contre l'Empire Ming. Anneau pénannulaire en or. Un détectoriste de métaux a découvert un ancien anneau pénannulaire en or dans le nord du Norfolk qui a été fabriqué il y a plus de 3000 ans. Cette précieuse trouvaille a eu lieu en septembre 2022, mais n'a été rapportée qu'en mars 2023. L'anneau d'1 centimètre est plaqué or sur un noyau métallique et présente, selon les mots des experts, une quantité de travail incroyable. Le but exact de l'anneau est inconnu, car ce n'est pas un anneau de doigt, mais il n'est pas clair s'il a été créé pour décorer une oreille ou un nez, et si oui, comment il était attaché. Environ 12 anneaux pénannulaires en or ont été trouvés dans le pays depuis la mise en place du Portable Antiquities Scheme en 1997. Helen Geek, une agente de liaison locale pour les découvertes, a dit que les gens qui pouvaient travailler le métal pendant l'âge du bronze étaient considérés comme presque des sorciers et qu'ils étaient incroyablement mystérieux. Elle a ajouté que l'âge du bronze était l'époque qui a produit les premières personnes au Royaume-Uni à travailler le métal, et qu'ils utilisaient le feu pour en changer la nature. Le tribunal du coroner de Norfolk a lancé une enquête sur la découverte, et le musée du château de Norwich espère l'acquérir en temps voulu. L'épée de Saebo. L'épée de Saebo, également connue sous le nom d'épée de Turmut, est une épée viking qui a été trouvée dans un tumulus à Saebo, à Vikoiri, dans la région de Sogne, en Norvège, en 1825. Elle est unique en ce qu'elle présente des restes d'un fil métallique sur les larges côtés de son pommeau supérieur. La lame est dans un état délicat, et l'inscription sur celle-ci est mal conservée, mais si l'interprétation privilégiée par les experts est correcte, ce serait un exemple unique d'une épée de l'ère viking avec une inscription runique sur la lame. L'épée présente une inscription réalisée en incrustation de fer le long du centre de la lame, près du pommeau. George Stephens, un archéologue et philologue anglais qui s'est spécialisé dans les inscriptions runiques de Scandinavie,
a identifié l'inscription de l'épée comme une inscription runique incorporant un symbole de svastika. Dans son livre « Manuel des anciens monuments runiques du nord de la Scandinavie et de l'Angleterre », Stevens a inclus un dessin de l'épée et de son inscription comprenant 5 runes ou lettres semblables à des runes avec un symbole de svastika au milieu. Stevens a interprété le svastika comme un symbole de Thor et a interprété la réunion comme appartenant à moi, Turmut. Si vous voulez savoir ce qu'est le livre, il est juste en dessous dans la barre de description. Vous pouvez aller jeter un œil. Une monstrance mystérieuse. Un objet historique associé à l'église catholique a été trouvé enterré dans le sol dans le district forestier de Lubaczów en Pologne en mars 2023. L'objet est une monstrance qui est utilisée pour l'exposition et l'adoration du Saint-Sacrement. Les chercheurs du musée de Krzeszów à Lubaczów tentent de déterminer son histoire et, espérons-le, découvrir le temple dont elle faisait autrefois partie. L'origine de la monstrance reste un mystère et les chercheurs ont lancé un appel à l'aide pour déterminer le sort de la découverte. L'artefact inhabituel a été découvert par Claudius Kotulak, qui menait une recherche planifiée d'anciens monuments dans la région en coopération avec le Podkarpacki Wojewódzki Conservator des monuments. La monstrance était cassée en 3 parties et cachée intentionnellement, mais une fois découverte, les autorités locales ont convenu qu'une fouille complète de l'artefact serait appropriée. Ce processus a révélé que la monstrance était faite de laiton doré et argenté. Un examen préliminaire indique que l'artefact date du 19e siècle, ce qui est relativement récent dans l'histoire. Pourquoi quelque chose de si récent serait enterré? Et d'où vient-il? Temple d'Asherah. Dans les profondeurs des montagnes d'Oman, une découverte archéologique extraordinaire a mis au jour un ancien temple sculpté dans la roche, désormais connu sous le nom de Temple d'Asherah. Ce temple, datant de plus de 3000 ans, révèle la civilisation sophistiquée qui habitait la région et ses pratiques religieuses. Les murs sombres, marqués par le temps, sont ornés de sculptures complexes, de visages humains et de figures divines, chacune racontant une histoire oubliée. Les visages sculptés, avec des expressions sereines, semblent surveiller silencieusement l'environnement, tandis que des inscriptions mystérieuses, encore non déchiffrées, suggèrent des rituels et des offrandes dédiées à des dieux inconnus. Les archéologues croient que le temple d'Asherah était un centre spirituel, où les prêtres conduisaient des cérémonies pour assurer des récoltes abondantes et la protection contre les catastrophes naturelles. L'entrée imposante, flanquée de figures humaines, indique que seuls les membres les plus importants de la société avaient accès à son intérieur sacré. La découverte du temple d'Asherah offre non seulement un aperçu fascinant du passé, mais soulève également de nouvelles questions sur les anciennes civilisations de la péninsule arabique. Chaque détail sculpté dans la roche est une pièce de l'énigme historique, attendant d'être révélée par les chercheurs modernes. Ce temple, caché pendant des millénaires, est un témoignage de l'ingéniosité et de la foi des anciens habitants d'Oman, laissant un héritage durable qui continue de captiver et d'inspirer le monde. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Poignard en os humain. Les poignards en os sont des découvertes archéologiques relativement courantes en Nouvelle-Guinée. Ce sont souvent des objets élaborément décorés, la qualité et la beauté de chaque poignard étant censés être un signe du prestige et de la puissance du guerrier qui le possédait. À partir de 2018, les scientifiques et les archéologues croient qu'il y avait une autre manière pour les guerriers anciens de la Nouvelle-Guinée de faire des déclarations sur leur puissance. Alors que la plupart des poignards trouvés dans le pays sont fabriqués en os d'animal, certains d'entre eux sont fabriqués en os humain, spécifiquement en os de cuisse humaine. Ces poignards en os humain semblent avoir été très rares, ce qui suggère qu'ils étaient réservés à ceux qui détenaient un statut élevé. Ce n'étaient cependant pas des objets cérémoniels. Il est évident, d'après l'état de certains des exemples qui ont été récupérés, que les poignards étaient utilisés dans le combat rapproché. Il existe des récits d'explorateurs du 19e siècle selon lesquels les tribus de Nouvelle-Guinée utilisaient des poignards en os humains dans la pratique du cannibalisme et de la mutilation, mais jusqu'à récemment, ces contes étaient considérés comme sensationnalistes. Nous savons maintenant que la pratique de fabrication de ces poignards s'est poursuivie jusqu'au milieu du XXe siècle. Le masque de parade de cavalerie en fer. Nous continuons avec une découverte romaine ancienne très rare qui a eu lieu en Roumanie en février 2023. Il s'agit d'un masque de parade de cavalerie en fer et il est âgé d'environ 1900 ans. Les masques de parade romains sont de rares découvertes, mais celui-ci est particulièrement rare. Parmi les quelques masques de parade qui ont été trouvés en Roumanie auparavant, tous étaient faits de bronze. C'est le seul jamais trouvé dans le pays à être fait de fer.
Malheureusement, la conséquence de sa fabrication en fer est qu'il est très fortement oxydé, ce qui est dû au fait qu'il a passé des siècles enterré dans un sol humide. Les experts disent que le masque est du type calcryse, qui peut être identifié à partir de la minceur de ses fentes pour les yeux, de son nez large et de son expression étrangement paisible. La découverte a été faite par Betej Viorel, un détecteur de métaux amateur. Cela aussi est un événement rare, car les personnes qui veulent posséder des détecteurs de métaux en Roumanie ont besoin d'une licence du gouvernement. Ce masque particulier appartenait probablement à quelqu'un qui était stationné au fort romain voisin de Bumbeștișu pendant les guerres daciques et, espérons-le, aura l'air beaucoup mieux après avoir été nettoyé et préservé. Les tasses Aldobrandini. Les tasses Aldobrandini, également connues sous le nom de César d'argent, ne sont pas aussi anciennes que certains des mystères que nous avons examinés dans cette vidéo, mais elles sont tout aussi énigmatiques. Les 12 coupes de marque en argent doré ne sont pas seulement des exemples incroyables de travail du métal de la Renaissance, elles représentent l'exploit le plus accompli du travail de l'orfèvre du XVIe siècle dans le monde. Chacune des pièces consiste en un bol, un gradin et, au centre du bol, une figurine de l'un des empereurs romains décrit dans le livre Les 12 Césars de l'écrivain romain ancien Suétone. Encore une fois, si vous voulez avoir l'expérience de lire ce livre, il est dans la barre de description juste en dessous. À l'intérieur de chaque bol se trouvent 4 autres reliefs dans lesquels des scènes importantes de la vie de ses dirigeants sont dépeintes. Il y a une très légère différence de style entre certaines des pièces, ce qui implique que le travail a peut-être été commencé par un artiste et continué par un autre. La raison pour laquelle elles sont si mystérieuses est que nous ne savons pas qui les a faites. Pour un travail aussi incroyable, nous nous attendrions à un enregistrement historique ou au moins à une signature d'artiste sur l'œuvre, mais il n'y a rien et peu d'histoires écrites sur laquelle se baser. Elles apparaissent pour la première fois dans l'inventaire du cardinal Pietro Aldobrandini en 1603, d'où le nom de la collection, mais il n'était pas l'artiste et elles sont susceptibles d'être bien plus anciennes que cela. Le bloc de Cascajal. Dire que le bloc de Cascajal est un os de contention pour les archéologues et les scientifiques serait un euphémisme. Pour ses partisans, c'est la preuve que la civilisation Olmec a conçu la première forme d'écriture dans les Amériques. Pour ses détracteurs, c'est une contrefaçon plus moderne et il y a peu de chances que les deux côtés s'accordent jamais. Les circonstances de sa découverte n'aident pas. Plutôt que d'être déterrée par des archéologues, elle a été trouvée dans un tas de débris à Veracruz au Mexique par des constructeurs de routes en 1990. Les figurines en argile et les céramiques trouvées autour de lui ont été datées à environ 1000 avant Jésus-Christ. Et donc, il est supposé que le bloc de Cascajal, avec son système complexe de glyphes, est de la même époque historique. Si tel est le cas, cela précéderait la langue écrite des Zapotèques d'environ 400 ans. Certains des symboles semblent représenter des animaux et des oiseaux, mais d'autres sont abstraits et impossibles à décoder. L'arrangement des symboles en rangées désordonnées est incompatible avec d'autres systèmes d'écriture mésoaméricains, donc il se peut que chaque symbole soit une pièce d'information indépendante. La répétition de certains symboles, cependant, pourrait indiquer une lettre ou un mot répété. Peut-être qu'un jour nous le déchiffrerons. Cube mystérieux. En mai 2020, Will Reed pêchait avec un aimant dans une rivière à Coventry en Angleterre, espérant trouver des antiquités précieuses ou des curiosités. Il a eu plus que ce qu'il négociait. Will est tombé sur 60 cubes étranges couverts d'inscriptions numériques en sanskrit compliqué. Au début, il pensait que les petits cubes étaient des carreaux, mais plus il sortait de l'eau, moins il se sentait confiant dans sa conclusion initiale. Incapable de trouver une explication raisonnable pour sa découverte, Will s'est tourné vers Internet pour obtenir de l'aide. Il lui a depuis été suggéré qu'ils sont liés à un ancien rituel de prière hindou qui implique de jeter les cubes dans l'eau courante dans l'espoir de recevoir une bénédiction en retour. Si les informations qui lui ont été données sont correctes, ils sont connus sous le nom de jetons Jyotish. Les inscriptions numériques correspondent apparemment à des prières codées, qui, lorsqu'elles sont exécutées ensemble, invoquent la protection d'une divinité connue sous le nom de Rahu. Bien que l'explication semble assez convaincante, il manque des preuves à l'appui pour confirmer l'idée, donc la question de ce que sont réellement les cubes de Will ou d'où ils viennent reste non résolue. Énigme du pot en forme de cygne. Les archéologues ont l'habitude de trouver des pots et des vases en forme d'animaux à l'intérieur des tombes chinoises anciennes, mais ce pot en forme de cygne est venu avec une énigme que les experts n'ont pas encore réussi à élucider. Le pot précédemment non perturbé contient un liquide vieux de 2000 ans, et nous n'avons actuellement aucune idée de ce que le fluide est. La découverte est arrivée presque par accident.
Elle est survenue lorsque des ouvriers de construction à Sanmenxia, dans la province du Henan, sont tombés sur une tombe jusque-là inconnue et ont appelé les experts pour jeter un coup d'œil plus approfondi. Avec le pot en forme de cygne, ils ont également trouvé un casque en bronze, une épée en fer et une épée cérémonielle en jade, donc il s'agissait probablement du lieu de repos final d'un soldat ou d'un guerrier. Le pot, cependant, est quelque peu incongru avec le reste des découvertes. C'est le seul pot en bronze jamais trouvé dans cette partie de la Chine, et donc cela, couplé au fait qu'il contient un liquide non identifiable, a rendu les archéologues très excités. Le fluide, dont il y avait environ 3000 ml, a été décrit comme jaunâtre brun et contenant des impuretés. Cela pourrait être n'importe quoi, du vin ancien à l'élixir de vie chinois fabuleux et longtemps recherché. Le grand orque de Snettisham. En regardant le grand orque de Snettisham au musée britannique, vous supposeriez que la merveilleuse pièce dorée appartenait autrefois à un roi ou une reine britannique. Si on vous pressait de deviner son âge, vous ne iriez probablement pas au-delà de 300 à 400 ans. Après tout, il est dans un état remarquablement bon, et son design complexe indique clairement un savoir-faire qualifié. Vous seriez cependant bien loin du compte avec cette supposition, car ce torque doré incroyable a été fabriqué il y a un peu plus de 2000 ans. C'est le torque de l'âge du fer le plus beau et le mieux préservé jamais trouvé au Royaume-Uni et provient du célèbre trésor de Snettisham qui a été mis au jour en 1950. Dater l'objet a été facilité grâce à une pièce de monnaie qui a été trouvée avec, indiquant qu'elle a été frappée en l'an 75 avant Jésus-Christ. On sait que la tribu des Iceni vivait dans cette partie de l'Angleterre à cette époque. Il est donc possible que cela ait appartenu à un de leurs chefs. Ce n'est pas de conception romaine, et il est difficile d'imaginer qui d'autre aurait eu le statut ou les ressources pour exiger un torque en or massif. Le cocher de Delphes. Le cocher de Delphes est ainsi nommé parce que c'est une statue d'un conducteur de chars grec antique. Elle a été découverte dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes, en Grèce, en 1896. Le nom grec de la statue, qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la sculpture ancienne en bronze, est Eniokos, qui se traduit par le détenteur des rênes. Certains historiens disent que la statue représente Polyzalos de Gela, un leader tyrannique de Sicile, et a été érigée pour commémorer sa victoire dans les courses de chars aux Jeux Pythiques de 474 avant Jésus-Christ. Un autre groupe d'historiens croit que la personne représentée est Hiéron, le frère de Polyzalos, qui avait sa propre victoire dans les courses de chars à célébrer aux Jeux Olympiques. La statue est tout ce qui reste de ce qui aurait autrefois été une œuvre d'art significativement plus grande, comprenant 4 chevaux et peut-être une paire de palefreniers pour les accompagner. Il est très probable que le cocher de Delphes est l'œuvre de Pythagore de Région, un sculpteur renommé de l'époque qui vivait en Sicile. Mais nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'il s'agissait au lieu de cela du sculpteur grec ancien Calamis. Les statues en bronze de cette époque sont rares car elles étaient souvent fondues pour que le matériel puisse être réutilisé, mais celle-ci a partiellement survécu parce qu'elle était enterrée sous un éboulement. Lion d'Urkès. Les fondations uriennes sont parfois également connues sous le nom de lion d'Urkès, mais il y a un certain débat sur la question de savoir si elles devraient l'être ou non. Chacun des 2 pieux de fondation est identique. Ils sont faits de cuivre, façonnés comme des lions, et peuvent ou non avoir été fabriqués dans l'ancienne et puissante ville d'Urkesh en Syrie. L'idée qu'ils viennent de là est apparemment confirmée par les inscriptions cunéiformes sur les artefacts, qui indiquent qu'ils ont été placés dans les fondations du temple de Nergal, qui était à Urkesh. Certains universitaires croient que cette inscription a été ajoutée quelque temps après que les pieux aient été fabriqués, et ils n'ont peut-être pas originé de là. Cependant, même si elle est de quelques années plus ancienne, l'inscription est le plus ancien exemple connu survivant de la langue urienne. Malheureusement, après avoir été créés il y a environ 4300 ans et avoir passé presque tout ce temps ensemble, les pieux ont maintenant été séparés et tous deux sont loin de chez eux. L'un est au Louvre à Paris en France et l'autre est au Metropolitan Museum of Art à New York aux États-Unis. Le plus ancien jeu de société. Malheureusement pour les fans de bande dessinée, le musée de Batman dans le sud-est de l'Anatolie en Turquie n'est pas ce qu'il semble être. Il n'y a pas de mémorabilia du Chevalier Noir ici. Cependant, cela vaut toujours la peine de le visiter si vous êtes dans la région, ne serait-ce que parce qu'il contient le plus ancien jeu de société du monde. Le personnel du musée appelle le jeu « Chien et cochon », mais c'est juste un surnom basé sur l'apparence de certaines des pièces. Nous n'avons aucune idée de comment les personnes qui jouaient au jeu l'appelaient, et encore moins d'idées sur la manière dont il aurait pu être joué. Ce que nous savons, cependant, c'est que les pièces artisanales sur ce magnifique plateau ont été créées il y a 5000 ans.
Cela rend le jeu plus ancien que le Go, qui était joué en Chine il y a des milliers d'années, et le Senet, qui est un jeu de société d'un âge similaire. Le plateau et les pièces ont été trouvés dans un site archéologique dans la province turque du sud-est de Sirte. C'est le seul plateau de chiens et cochons qui ait jamais été trouvé, donc le jeu n'aurait peut-être pas été répandu. Les différentes pièces donnent l'impression que le jeu serait amusant à jouer, mais sans les règles, nous sommes un peu coincés. Sculpture mystérieuse de femmes. Apopka, en Floride, aux États-Unis, est une petite ville du comté d'Orange qui généralement ne reçoit pas beaucoup d'attention de la part des archéologues. Cela a changé radicalement en 2005, lorsque des ouvriers ont déterré un tuyau d'eau cassé dans le Highland Manor de la ville. À leur grande surprise, ils ont trouvé 3 sculptures de femmes dénudées, portant des coiffes et des bijoux, et portant des poses en terre. Les sculptures sont grandes et lourdes, chacune pesant plusieurs 50 kilos. À leur grande surprise, ils ont trouvé 3 sculptures de femmes dénudées, portant des coiffes et des bijoux, et portant des poses en terre. Les sculptures sont grandes et lourdes, chacune pesant plusieurs 50 kilos. Les statues ont été emmenées au musée de la ville, qui les a déplacées dans son arrière-cour parce qu'il ne savait pas quoi d'autre faire avec elles. Une visite fortuite d'Alyssa Payton du Harran Museum of Art à l'Université de Floride en 2015 a changé cela. Elle a immédiatement remarqué que les sculptures étaient faites de roches volcaniques et étaient probablement venues en Amérique de Java Est. Elle croit aussi qu'elles ont plus de 1000 ans. Le musée de la ville d'Apopka était content de l'aide et a fait don des statues au Harran Museum pour qu'elles puissent être mieux exposées. La question de comment elles sont arrivées en Amérique en premier lieu reste sans réponse. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.